Bienvenue à cette édition dont voici les titres. Au Burkina Faso, les autorités ont annulé le vote qui devait se tenir ce matin. À Ouagadougou, la tension est vive avec des scènes de violence qui auraient déjà fait un mort. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou ordonne le déploiement de renforts de police après que des violences aient éclaté à Jérusalem. Mesdames, Messieurs, bonjour, encore une fois, bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur cette situation chaotique au Burkina Faso. C'est aujourd'hui que les députés devaient voter la modification de la Constitution qui permettra à Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat en 2015. Mais la matinée a été plutôt mouvementée malgré le dispositif sécuritaire très important déployé. Les manifestants ont forcé des barrages de police et pénétré dans l'immeuble de l'Assemblée nationale qu'ils ont totalement saccagé. Des manifestants ont également pris d'assaut la télévision publique qui a cessé d'émettre. Tout porte à croire que les forces de l'ordre sont débordées et on vient d'apprendre que les manifestations ont déjà fait un mort. On écoute certaines réactions. Ne passera même pas. La loi ne passera pas. Voilà l'Assemblée a pris feu. Voilà, on en a marre. 27 ans, c'est pas 27 jours, ni 27 mois. Si la loi favorise à Blaise, c'est qu'on n'entre plus. On est là jusqu'à le départ de Blaise. C'est ça. La mort ou on est là, la famille ou la mort. Et au Mali, la menace djihadiste reste permanente. Ce mercredi matin, le Français Thomas Dupuis a été tué dans le nord du pays au cours d'une opération de l'armée française, des forces françaises contre un groupe armé terroriste. Cette mission a également fait 2 autres militaires français blessés. Le soldat de 32 ans a trouvé la mort dans les montagnes du Tirarar, situées au sud du massif des Iforas. Cette zone de 100 km sur 30 est très difficile d'accès et considérée depuis plusieurs mois comme un fief djihadiste. C'est une opération héliportée qui a été déclenchée sur un repère de terroristes et très rapidement, arrivée au sol, à la tombée de la nuit, les forces françaises ont été violemment accrochées par des groupes armés terroristes et c'est au cours de ces combats qu'un soldat a été mortellement touché. Des combats évoqués par le ministre de la Défense ce mercredi à l'Assemblée nationale, mais la mort du soldat n'a été annoncée que plus tard dans la soirée. Thomas Dupuis appartenait au commando parachutiste de l'air numéro 10 basé à Orléans. Il est le premier soldat français mort au combat depuis le déploiement de la force Barkhane le 1er août. La force française remplit son mandat, qui est d'aller chercher les djihadistes là où ils sont, de les détruire, de façon à les empêcher, eux, de venir intervenir dans la zone où est située l'ONU, où je rappelle que l'ONU, depuis quelques semaines, a perdu 24 soldats. Des casques bleus en majorité tchadiens. Ces pertes illustrent un regain d'activité des djihadistes dans la région. En visite au Mali il y a quelques jours, Jean-Yves Le Drian avait d'ailleurs annoncé que l'opération Barkhane serait renforcée. La France, aux côtés de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, s'efforce également de stopper l'afflux d'armes en provenance de la Libye. Début octobre, une opération française avait intercepté un convoi de 3 tonnes d'armes qui descendait vers le Mali par le Niger. Une base de la force Barkhane dotée de drones doit s'installer à proximité pour surveiller cette zone ultra stratégique. Le climat est également très tendu à Jérusalem après la mort d'un jeune Palestinien. Il a été tué ce matin à son domicile par la police israélienne. Le jeune homme était soupçonné d'avoir tiré hier soir sur Yehuda Glick, le blessant grièvement. Yehuda Glick, cet activiste qui militait pour obtenir l'autorisation pour les Juifs de prier sur l'explanade des mosquées. Il aura fallu toute une nuit de traque. Le principal suspect, un Palestinien, a été localisé dans le quartier d'Abou Tor, sa maison encerclée. Selon la police, l'homme aurait alors ouvert le feu sur les forces de l'ordre avant d'être abattu. Il est soupçonné d'avoir tiré et grièvement blessé un militant d'extrême droite à Jérusalem mercredi soir. Le maire de la ville dénonce un attentat terroriste dû selon lui à la campagne d'incitation à la violence livrée par les Palestiniens.
À ce stade de l'enquête, nous savons que l'assassinat a été planifié. Des unités de police ont mis en place des barrages dans tout Jérusalem. Nous inspectons plusieurs quartiers à la recherche du suspect. Selon la radio publique, le suspect aurait passé 10 ans dans une prison israélienne pour activité terroriste. L'homme visé par les tirs, lui, s'appelle Yehuda Glick. Il est l'une des principales voix des Juifs qui réclament de pouvoir prier sur le mont du Temple, également appelé esplanade des mosquées par les musulmans. Ce lieu cristallise les tensions, notamment ces derniers mois. Il est vénéré par les deux religions et malgré les démentis répétés du gouvernement israélien, les musulmans accusent l'État hébreu de vouloir changer son statut pour autoriser les Juifs à y prier, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire aujourd'hui. C'est le résultat de la politique israélienne qui n'autorise pas les Juifs à prier sur le mont du Temple. Une politique qui envoie un mauvais signal aux Arabes en leur disant qu'ils peuvent attaquer de différentes façons les Juifs qui veulent se rendre à l'endroit le plus sacré du judaïsme sur terre, sur le mont du Temple, et prier. La réponse à ça devrait être d'ouvrir le mont du Temple aux Juifs. Yehuda Glick sortait justement d'une réunion débat sur le sujet lorsqu'il a été pris pour cible. Cette attaque intervient alors que les incidents se multiplient ces derniers mois et encore plus ces derniers jours à Jérusalem et en Cisjordanie. Direction la Turquie à présent, où un deuxième convoi d'armes et de combattants kurdes d'Irak est arrivé à la frontière turco-syrienne. Ils sont toujours en attente d'être acheminés sur Kobané. Accueillis en libérateurs, les Peshmerga arrivent au sud de la Turquie. Confiants, le groupe de combattants irakiens défile devant la foule de réfugiés kurdes venus les acclamer. Mais pas le temps de s'attarder. Les Peshmerga prennent la route, escortés par l'armée turque, direction la frontière syrienne à 50 km de là. Là-bas, ils doivent retrouver un autre groupe de combattants arrivé un peu plus tôt. À Suruç, quelques heures plus tôt, ce groupe de réfugiés a entamé une prière pour les combattants irakiens. Ici, on attend leur arrivée avec espoir. Nous sommes vraiment heureux parce que les forces irakiennes des Peshmerga sont venues combattre à Kobané. Les Peshmerga, les combattants des unités de protection du peuple kurde et les guérilleros sont considérés comme des frères. C'est un exploit parce que les Peshmerga irakiens sont en train de combattre avec les forces des unités de protection du peuple kurde. Les Kurdes sont très heureux. Mais en fait, plutôt que de combattre, la plupart des 150 Peshmerga devraient avoir un rôle de conseil auprès des combattants syriens. Pour les Kurdes de Kobané, ce qui compte surtout, ce sont les armes lourdes qu'ils apportent. Du matériel réclamé depuis longtemps et qui permettra d'être plus efficace face aux djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Enfin, l'arrivée des Peshmerga est aussi symbolique. Pour beaucoup, ce geste de solidarité relance l'espoir de voir un jour un territoire kurde autonome. Économie à présent, la Banque mondiale a rendu public son rapport Doing Business 2015 et c'est une note positive qui est accordée à la Côte d'Ivoire qui gagne 11 points. Elle se maintient ainsi dans le top 10 des pays reformateurs au monde et le deuxième en Afrique subsaharienne. Doing Business 2015, la Côte d'Ivoire se maintient dans le top 10 des pays réformateurs au monde. Mieux, elle gagne 11 points. De la 158e place en 2014, la Côte d'Ivoire est désormais classée 147e sur 189 économies couvertes par le rapport. Dans la sous-région, la Côte d'Ivoire vient en deuxième position derrière le Sénégal. À l'origine de cette performance, 3 paramètres selon le directeur des opérations de la Banque mondiale. La constance dans la dynamique des réformes et leur appropriation. Le deuxième, c'est un leadership fort et d'une vision politique clairement affichée. Et le troisième, c'est l'engagement de tous les acteurs, publics et privés, en faveur d'un climat des affaires propre à créer des conditions pour l'investissement privé, que ce soit national ou que ce soit international. Des paramètres qui procèdent d'une vision et d'un mot, le travail. Je pense que cette performance a une seule explication. Le travail et le travail. Puisque, conformément donc à la volonté du président de la République, le gouvernement travaille pour mettre en œuvre sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020.
Fort de cette vision, de nouvelles réformes ont été faites. Il s'agit entre autres de la facilité de création d'entreprises en réduisant les fonds propres requis et en baissant les frais de notaire, l'amélioration de l'accès à l'information sur le crédit, le transfert de propriété rendu plus facile du fait de la numérisation informatique du cadastre. Et nous parlons santé pour poursuivre cette édition. La lutte contre l'épidémie d'Ebola en Guinée. Le pays vient de bénéficier d'un nouveau don d'équipement pour accompagner le personnel médical. Et il s'agit d'un appui commun de la Banque mondiale, de l'Organisation ouest-africaine de la santé et également de l'UNICEF. Ce cargo provient d'Espagne. Il a atterri cet après-midi à l'aéroport international de Conakry-Bessia avec à son bord 14 ambulances, des intrants nutritionnels, 2 millions de gants et 24 réservoirs d'eau. 3 agences internationales financent cette opération dans la lutte contre le virus Ebola. Il s'agit de la Banque mondiale, l'Organisation ouest-africaine de la santé et l'UNICEF. Pour faire face à ce virus, il faut avoir les équipements et les voitures qui viennent vont faire partir de la riposte nous sommes très fiers d'avoir appuyé ça avec un don de 25 millions de dollars au gouvernement de la Guinée et aussi de travailler avec les autres partenaires de l'ONU. Je salue et je félicite ces agences qui se sont mises ensemble pour pouvoir démontrer que le monde est engagé aujourd'hui. La communauté internationale ne ménagera aucun effort pour apporter l'appui consistant et substantiel pour qu'on puisse très peu dire qu'on a vaincu le fléau d'Ebola. Ce don arrive à un moment où la Guinée connaît des avancées sur le front de la mise en place des dispositifs sanitaires dans les zones touchées par le virus. À ce jour, plus de 900 personnes sont tuées par le virus Ebola. Ebola toujours, et au Sénégal, le corridor humanitaire est opérationnel depuis près d'un mois. Et ce mercredi, le coordonnateur national de ce corridor et les partenaires techniques et financiers étaient chez le Premier ministre sénégalais. Et c'était dans le cadre d'une réunion de coordination du budget. Pour permettre aux organisations humanitaires de porter assistance aux 3 pays les plus touchés par le virus Ebola, l'État du Sénégal a autorisé depuis plusieurs semaines l'ouverture d'un corridor humanitaire. Il s'agit d'acheminer des vivres et des matériels indispensables aux populations. Les opérations se déroulent dans un cadre sécurisé. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a salué cette rencontre avec les membres du corridor humanitaire aérien et les partenaires techniques et financiers. Le budget a été présenté. Le budget, on en a toujours une idée. Aujourd'hui, l'objet de la rencontre, c'était de faire son plaidoyer afin de le faire adopter et d'avoir également des engagements des partenaires stratégiques quant à sa mise en place. Le budget tourne autour de 2 milliards de francs CFA. Nous avons certains organismes internationaux et même sur le plan bilatéral des acteurs qui se sont déjà annoncés. Le corridor humanitaire permet à toutes les agences humanitaires de transporter leur personnel et leur équipement depuis Dakar vers les 3 pays touchés par l'épidémie d'Ebola, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Rappelons que le virus Ebola a tué près de 5000 personnes en Afrique de l'Ouest depuis l'apparition de l'épidémie. Point final à cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Africable Télévision.